bonjour à toutes et à tous. C'est inclusif. On nous a dit de commencer à 16h, il est 16h02, on est à peu près dans le timing. Alors vraiment, merci beaucoup d'être venu à notre conférence à nous. En plus, on est assez ému parce qu'on se connaît bien, mais on n'a jamais fait cet exercice ensemble. Donc on est très heureux de le partager avec vous. D'autant plus ému que j'ai regardé le programme et à côté, il y a le truc de Brut. Alors, je ne sais pas ce que vous faites là, parce que moi, perso, je serais allé au truc de Brut. Mais bon, voilà, maintenant, c'est un peu trop tard. On va vous présenter notre travail. Alors, moi, je suis Antoine Bueno. Et moi, je suis François Quinton. Voilà. Donc, on va vous présenter le rapport qu'on a produit. Là, tu peux passer à la slide. C'est encore artisanal. Hein. Dans le cadre des EGI, puisque nous faisions partie du groupe prospective des EGI. Alors là, cette slide making of, ce qui est recherché, c'est l'effet waouh. C'est vraiment montrer que c'est sérieux, qu'on a vachement bossé. Alors l'équipe, vous la voyez. Il faut que vous sachiez quelque chose de très important, c'est que là, dans l'équipe, vous avez vraiment la crème de la crème. C'est-à-dire que non, mais parce qu'en général, on pense que du coup, il y a que ceux qui n'ont rien à faire qui sont là. Non, non, non. Les autres ne sont pas mauvais, mais là, vous avez vraiment du niveau. Alors, par ailleurs, on a mené beaucoup d'auditions. Là, François, je te laisse opérer. On a mené pour ce travail un petit peu moins d'une quarantaine d'auditions avec des personnalités dont vous pouvez lire les noms. Je ne sais pas si tous les noms vous parlent, mais on a essayé de balayer différents champs, des journalistes, des dirigeants, des chercheurs, des gens spécialisés dans le domaine de la défense, pour balayer un certain nombre de problématiques. C'était des entretiens dont le contenu était confidentiel. On s'est engagé à ne rien sortir sans l'accord des personnes qu'on a rencontrées, puisque c'était la garantie d'avoir la parole la plus libre et la plus honnête possible. Voilà. Donc, à partir de ces auditions, on a produit une matrice, je ne vous en dis pas plus, parce qu'il va y avoir des développements sur cette matrice, et 3 scénarios sur l'avenir de l'information en 2050. Yes. On tourne. Alors, la première question que vous pourriez vous poser, et qu'en fait, pour être très honnête, on nous pose assez fréquemment, c'est pourquoi un groupe de prospective ? Quand vous vous posez la question, vous apercevez que ça n'a rien de très instinctif, parce que, là, c'est le prospectiviste qui parle, et gna 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 qui a toujours des revendications. Si on avait véritablement une culture prospective, on ne serait pas là. Je m'explique. L'objet même des EGI, c'est de s'interroger, pour reprendre les mots de Bruno Patino, sur le devenir de l'information. C'est-à-dire qu'en soi, tout le rapport est finalement, ou devrait être, un rapport de prospective. Or, la prospective, ce n'est pas quelque chose qui s'invente, c'est quand même une discipline, avec des méthodes, avec des outils, etc., etc. Et ce n'était absolument pas ce qui était programmé dans l'architecture des EGI. Et c'est là qu'on rencontre un homme qui est Christophe Deloire, qui était le secrétaire général des EGI, qui malheureusement est décédé il y a quelques mois, alors que le travail n'était pas terminé. Et c'est lui qui a eu cette intuition, que moi, en tant que prospectiviste, je trouve assez géniale, de dire qu'il fallait quand même une dimension prospective. C'est quand même lunaire. Hein. En réalité, la dimension prospective, elle devrait être le socle. Et on devrait ensuite construire sur la base de projections. Mais comme on ne sait pas faire en France, voilà le résultat. Donc Christophe Deloire, on lui dédie cette présentation de la même manière que le rapport entier lui a été dédié. Et le résultat, c'est quelque chose d'un peu mi-figue, mi-raisin, parce que bon, certes, il y a un groupe prospective, mais on a été complètement autonome. Voilà, François ne voulait pas, parce qu'il est très à cheval sur le politiquement correct, il ne voulait pas que j'écrive hors sol. C'est-à-dire que, non, mais je vous dis les choses telles qu'elles sont. On est là pour se poser des vraies questions et se parler vraiment. On ne savait pas ce que faisaient les commissions. Donc les commissions étaient là pour faire des propositions qui vont d'ailleurs peut-être s'incarner. Aujourd'hui, le ministère est en train de préparer un texte de loi, etc. Donc s'incarner dans notre loi, mais sans bénéficier d'une vision prospective. Et de l'autre côté, nous, on ne savait absolument pas ce qui était en préparation comme proposition, mais on était là à faire nos petites projections hors sol. Bref. Les deux se rejoignent à certains moments du rapport. Ouais, ça s'appelle du bricolage.
Alors, on passe. Alors, évidemment, tout ça n'a de sens que si on peut attendre quelque chose de la prospective. Donc, je vais quand même faire un tout petit laïus sur ce qu'est la prospective, parce que c'est vrai que si la prospective, c'est que du bullshit, et ben finalement, même notre groupe n'a pas de raison d'être. Alors, moi, je vais défendre ardemment l'idée que c'est pas du bullshit. La prospective, elle a deux objets. Et souvent, on passe à côté du second objet. Alors, le premier de ces objets, c'est de faire des projections. Alors, comment on fait des projections? En bâtissant des scénarios. Et ces scénarios, en fait, c'est des petits cocktails de deux ingrédients. Les deux ingrédients, c'est la continuité et la rupture. Parce qu'en fait, notre monde, notre présent, est toujours le fruit d'une dose de continuité et ou de rupture par rapport au passé. Alors, la question qu'on se pose en prospective, une fois qu'on a ça, on a quasiment répondu à rien, même si on a une méthode, c'est qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on prend comme continuité, qu'est-ce qu'on prend comme rupture. Alors, c'est évidemment là que ça devient extrêmement, extrêmement difficile. Et on a deux outils pour faire la partition, pour essayer de bien doser. C'est des data, c'est-à-dire évidemment de la donnée la plus sérieuse, la plus à jour possible. Et quelque chose auquel on pense moins spontanément, c'est de l'imagination. Alors pourquoi il faut de l'imagination? Eh bien parce que, vu du passé, le présent est toujours un défi à l'imagination. C'est-à-dire que, vu du passé, le présent ressemble à un scénario de science-fiction. Je vois madame qui opine un peu du chef. Je suis sûr, ben oui, c'est comme ça. Je suis sûr que vous vous êtes vous-même déjà fait la réflexion dans votre vie, simplement en sortant de notre quotidien, en regardant autour de nous, de se dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, en 2020, Covid, de se dire, mais là, on vit un truc de SF. Ben oui, mais c'est vrai pour tout et n'importe quoi. Il faut bien se mettre, ne serait-ce que dans la peau de quelqu'un qui vivait au XVIe siècle. Est-ce qu'il pourrait une seule seconde imaginer ce que nous vivons là? Absolument pas. Et c'est pour ça que l'imagination est absolument indispensable. Premièrement, je vous disais, la prospective, c'est faire des projections avec donc, les scénarios et les outils pour les bâtir. Mais son second objet très important, c'est de l'orientation. Parce qu'en réalité, on ne peut pas rester passif face à l'avenir. L'avenir, d'une certaine manière, ça paraît très volontariste ce que je vous dis, mais ça se construit. C'est pour ça que moi, je conçois moins la prospective comme une longue vue que comme un gouvernail. On en est où là? Voilà, le gouvernail. Parce que tout s'explique, c'est hyper bossé quand même. Vous avez vu l'image, tout ça, gouvernail. Alors, un gouvernail, ça sert à deux choses. Ça sert à éviter des écueils. Et donc, le rôle de la prospective, c'est un rôle d'alerte. Je vous donne, moi, l'exemple que je préfère, qui est le plus parlant pour moi, c'est 1984 de George Orwell, je pense que tout le monde connaît, qui, d'un point de vue purement prospectif, est complètement raté, parce que le stalinisme, le totalitarisme stalinien ne s'est pas répandu sur la face du monde. En revanche, par son succès et sa puissance narrative, 1984 a contribué à mobiliser les esprits pour que ce cauchemar ne se réalise pas. Et donc, d'une certaine manière, nous devons aussi à Orwell notre liberté. Les orientations, c'est à la fois éviter des écueils, mais c'est aussi fixer un cap, c'est-à-dire s'entendre sur ce qui est désirable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le débat collectif sur l'avenir, on a une véritable bataille de l'imagination, bataille des imaginaires qui est enclenchée, parce que c'est cet imaginaire qui va déterminer nos décisions à venir. Si Elon Musk il veut conquérir Mars, c'est parce qu'il est le bras armé, le bras actif de gens qui ont rêvé ça avant lui, et il est pétri de science-fiction, et sinon, il y a des chances qu'il ne soit pas arrivé à cette conclusion. Slide d'après. Alors, je continue mon zoom, j'ai parlé de la prospective. Maintenant, prospective et médias, c'est ça la question qui nous était posée, c'est quid du monde de l'information en 2050? Alors, ce qu'il y a de bien avec cette question, on est tout de suite très à l'aise parce que personne n'en sait rien. Oui. Donc, on est complètement libre, on peut dire n'importe quoi, et puis rares sont les gens qui pourront en plus vérifier. Alors, pour voir à quel point on n'en sait rien, on peut essayer un regard non pas prospectif, mais rétrospectif, c'est-à-dire se demander comment était le monde de l'information il y a autant d'années que ce qui nous sépare de 2050. Alors, ça nous ramène à 1997. Alors, en 1997, l'Internet grand public commençait à peine à s'ouvrir. Il n'y avait pas de chaîne d'infos. Il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas encore moins d'IA générative, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mark Zuckerberg avait 14 ans, donc vous voyez, voilà. Donc il fallait quand même, si on avait posé la question pour le même nombre d'années dans le futur à cette époque, il aurait fallu être quand même extrêmement malin pour arriver à trouver la réponse. Deuxième point, donc premièrement, regard rétrospectif pour voir à quel point on ne peut pas répondre à cette question, donc on est libre, c'est cool. Et second point, on ne peut pas séparer l'avenir de l'information
de l'avenir du monde. Tout simplement parce que l'information, évidemment, dépend du reste du monde. C'est une résultante, c'est une caisse de résonance. Donc, en fait, quand on vous demande quel est l'avenir de l'information en 2050, d'une certaine manière, on vous demande de parler de l'avenir du monde en 2050. Or, aujourd'hui, il y a 3 grands scénarios prospectifs dans le débat public qui se dessinent, auxquels j'aime bien associer des personnages mythologiques. Il y a les scénarios de l'effondrement, donc c'est les scénarios Icare, c'est le collapse. Voilà, Icare, vous voyez, il s'approche trop près du soleil, et puis il tombe, il chute, voilà. Ça, c'est la première grande famille. À l'opposé, il y a les familles de scénarios transhumanistes, c'est les scénarios de la maîtrise économique, la maîtrise scientifique, technologique. Ça, c'est Prométhée. Et puis au milieu, vous avez tout un magma de scénarios qui sont un peu Janus, c'est-à-dire le scénario d'un monde qui pourrait être différent du nôtre, mais pas complètement déconnecté du nôtre, qui ressemble un peu au nôtre. Et donc nous, on a d'emblée fait le choix de ne pas parler du premier, des deux familles extrêmes. C'est-à-dire qu'on s'est dit que le président de la République, en lançant les états généraux de l'information, il ne voulait pas savoir quel serait l'état de l'information dans le monde de Mad Max ou dans le monde de Terminator. Hein, il s'en fout un peu, a priori. Alors donc on a déjà procédé à une réduction initiale pour se concentrer sur la famille des scénarios intermédiaires, des scénarios Janus. Et pour autant, on n'assèche pas la matière parce que même dans le cadre de cette famille intermédiaire, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que le champ des possibles reste infini. Et c'est pour ça que pour traiter cet énorme champ, on a établi une matrice. Habile transition, bravo. Donc, nourri de tous les entretiens qu'on a conduits, de nos lectures, de nos échanges, de notre veille, etc., on a identifié 5 grandes transformations qui vont façonner, le paysage de l'information demain. Un choc technologique, un choc économique, un choc politique, un choc écologique et enfin un choc sociétal. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, il faut un peu détailler. Et chacune de ces grandes transformations est composée de quelques variables clés qui nous apparaissent clés. J'ai mis ici juste un exemple, hein, je ne vous ai pas mis toute la matrice, mais là, en ce qui concerne le choc technologique. Donc, en fait, c'est un outil, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à projeter les effets de ces 5 chocs sur l'écosystème de l'information. C'est une matrice qui est ouverte, qui est non exhaustive. Il y a encore plein de choses à imaginer. Et c'est un outil qu'on a délibérément et volontairement mis à disposition de tous dans le rapport, puisqu'on voulait que chacun, étudiant, journaliste, dirigeant, curieux, etc., puisse s'en saisir, pour imaginer aussi, pour faire cet exercice d'imagination. Donc, en fait, on essaye par rapport aux variables, on se pose des questions, puis on essaye d'imaginer quels peuvent être les effets possibles, qui sont parfois ambivalents. Donc là, par exemple, j'ai mis en évidence des choses qui se rapportent aux sciences cognitives, puisqu'on a vu que c'était quelque chose qui ressortait. Donc c'est tout ce qui concerne les recherches sur le cerveau, sur le fonctionnement du cerveau et tout ce qu'on peut faire avec. Et donc on s'est posé la question. On s'est dit, mais finalement, si demain, c'est-à-dire en 2050, on peut proposer de l'information par un implant cérébral, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a identifié, là, vous voyez entouré en rouge, différents effets possibles. Par exemple, ça peut créer des inégalités quand même assez fortes entre les individus. Est-ce qu'on peut imaginer que ça limite nos émotions? Est-ce qu'on peut imaginer que ça fasse disparaître toute interface? Est-ce que ça suscite un mouvement pour établir des neurodroits, donc c'est-à-dire tous les droits pour protéger l'esprit humain, toutes les données du cerveau? C'est pas complètement une fiction, mais donc c'est juste un exemple pour vous montrer comment est-ce qu'on a travaillé. Donc je ne sais pas si tout ce qui se rapporte là, ce qu'on a écrit sur ce qui se rapporte aux implants cérébraux, est-ce que c'est réaliste dans un futur proche? Probablement pas. Est-ce que ça adviendra un jour? On n'en sait rien, mais en tout cas c'est une question qu'on ne peut pas ne pas
posées. Voilà. Et donc, en combinant, en essayant d'associer différentes hypothèses et leurs effets, c'est comme ça qu'on a réussi à composer des scénarios. Alors, c'est 3 scénarios qu'on a établis, c'est 3 parmi une infinité possible, et encore une fois, vous pouvez vous saisir de la matrice et composer vous-même vos scénarios. On sait qu'ils vont probablement pas se réaliser tel quel. On sait qu'on a un peu forcé le trait aussi pour des contraintes de narration, pour que chaque scénario se tienne en lui-même et éviter les répétitions. Mais malgré tout, il reste, à notre sens, utile pour identifier des grands facteurs de transformation et des enjeux qui sont devant nous. Alors, idéalement, cette matrice, il faudrait en faire une IA générative. Vous voyez le délire. C'est-à-dire qu'on en fait une grosse bécane, et chacun peut bricoler ses scénarios en bougeant les leviers, et donc on génère un nombre de scénarios, parce que moi on va vous parler de 3 scénarios, mais il y a une combinatoire, c'est 5 puissance 5, je sais plus quoi, ça dépend du nombre de... On avait fait le calcul, je sais même plus. On était à des milliers de scénarios possibles à partir d'une matrice comme ça. Ça concerne l'avenir de l'information, mais on pourrait le faire pour le monde entier, on pourrait le faire pour d'autres secteurs, etc. Sans doute que c'est des outils qui vont émerger. Alors, en l'occurrence, nous, on avait quand même d'abord pas beaucoup de temps pour travailler, pas beaucoup de moyens non plus, et on avait une date butoir. Donc, il a fallu rendre des scénarios qui soient parlants. Et les 3 scénarios qu'on a choisis, on a choisi de leur donner une coloration un peu caricaturale et prescriptive, parce que les états généraux de l'information, c'est quand même un outil d'aide à la prise de décision pour le champ informationnel dans les années et décennies qui viennent. Alors, pour ça qu'on a un scénario clair, c'est-à-dire qu'on va juger souhaitable, désirable, préférable, un scénario dark, sombre, exactement tout l'inverse, et un scénario intermédiaire. Bon, moi je commence par le scénario clair avec cette très belle peinture qui représente un âge d'or. Alors je ne sais pas si c'est un âge d'or de l'information, mais moi c'est de ça dont je vais vous parler. Alors ce scénario de l'âge d'or de l'information, il repose sur plusieurs piliers, 4 précisément. D'abord, puisqu'on disait à l'instant qu'on ne peut pas penser le monde de l'information sans penser le monde, le premier pilier, c'est à quoi ressemble le monde dans un monde d'âge d'or de l'information. Eh bien, c'est un monde qui est cool. C'est-à-dire que c'est un monde qui est pacifié. Je ne sais pas si la référence parlera à tout le monde, mais en gros, c'est la réalisation de ce que Francis Fukuyama a appelé la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'on a une pacification globale, on a une adhésion de l'ensemble de l'humanité à la démocratie, aux droits de l'homme, à l'humanisme, etc. En particulier, on a un game changer, pour parler en bon français, qui est la démocratisation de la Chine. Ne riez pas, parce que moi, j'y crois beaucoup. Alors, si vous voulez, on pourra en parler après, mais je pense que la démocratisation de la Chine, c'est tout à fait possible, et on n'a absolument pas ça en tête, et encore moins dans le débat public aujourd'hui, parce qu'on voit la Chine comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un abominable techno-totalitarisme, mais la solidité de ce modèle-là n'est absolument pas prouvée, et je vous rappelle qu'en 1988, tout le monde pensait que l'URSS n'était pas un tigre de papier, et il y avait encore de très longues années devant elle. Je passe au pilier 2. Pilier 2 de ce scénario génial, c'est une prise de conscience citoyenne. Alors par quoi elle est suscitée, cette prise de conscience citoyenne? Dans notre scénario, mais c'est pareil, ça c'est une variable, on aurait pu ne pas la retenir, on a eu une forte crise informationnelle. Alors les possibilités de crise informationnelle, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, il y en a plein. Ça peut être une guerre civile qui est liée à l'information, ça peut être un problème lié à des élections. Là, récemment, dans notre petite boucle, parce qu'on est devenu un peu potes quand même, on a fait tourner le cas de... C'est la Roumanie, voilà, le cas de la Roumanie dont vous avez entendu parler, avec TikTok. Voilà, une crise informationnelle donc qui suscite une prise de conscience, donc quelque chose de négatif, mais qui a un effet positif. Deuxième point, évidemment, c'est l'éducation aux médias. Dans les états généraux de l'information, je crois pouvoir dire, je parle sous ton contrôle François, que c'est vraiment le truc qui fait le plus consensus, l'éducation aux médias. Et un truc un peu plus original dans notre scénario, c'est la transition environnementale. Parce qu'en fait, toutes les variables et tous les grands chocs interagissent. Et on s'est dit que, ça moi je le crois beaucoup, la transition environnementale pouvait être un facteur
de renforcement de la démocratie et aussi du champ informationnel, parce qu'à un moment donné, les citoyens pourraient bien prendre en main leur destin, je dirais leur destin environnemental, mais du coup leur destin tout court. Cette prise de conscience, ça, je vous ai donné les causes, elle entraîne des implications de la part des comportements des citoyens qui participent à la production de l'information, c'est déjà le cas, mais encore plus fondamentalement dans les décennies qui viennent. Et surtout, ça c'est hyper important, les citoyens participent à son financement. C'est-à-dire que moi, j'essaye d'avoir tout gratos. C'est-à-dire que, non mais c'est vrai, hein, je considère que l'information est gratuite, ce qui est complètement débile. J'ai jamais dit que j'étais intelligent. Et en revanche, je pense assez bien refléter le comportement moyen aujourd'hui. Et bien, dans ce scénario-là, on m'a mis des coups sur la tête et on m'a fait comprendre qu'il valait mieux payer. Parce qu'en fait, c'est un service, ça se paye. Et sinon, eh ben, je suis moi-même une victime d'un système informationnel qui se dégraderait. Troisième pilier, prédominance des effets vertueux de la technologie. C'est pareil, c'est pas un truc qu'on a l'habitude d'entendre, mais la technologie, ça peut avoir des effets extrêmement bénéfiques. Comment on peut atteindre ces effets bénéfiques? Par des politiques de démocratisation des algorithmes de recommandation et de l'IA générative. Alors nous, dans notre scénario, on a étudié deux choses qui nous semblaient extrêmement intéressantes. C'est, moi je suis d'ailleurs sûr que ça arrivera, la mise en place de commissaires aux algorithmes. Vous connaissez les commissaires aux comptes. Commissaire aux comptes, c'est bien pratique parce que ça permet de ménager la chèvre et le chou. À la fois le secret privé des informations de l'entreprise et en même temps l'intérêt général. Commissaires aux algorithmes qui peuvent être des IA elles-mêmes, qui auraient pour objet de regarder dans la boîte noire et de contrôler que ça correspond bien à un cahier des charges. Deuxième point, c'est la définition publique d'un droit à l'amplification, parce qu'aujourd'hui, quand n'importe quel débile met sur Twitter un message de haine ou de clivage, il est amplifié. Donc il existe bien un droit à l'amplification, mais qui est défini par la plateforme de manière complètement opaque, ou finalement pas si opaque, puisque le but du jeu, c'est de maximiser la participation, le clivage, les affrontements, etc., etc. Vous pouvez tout à fait avoir la définition d'un droit à l'amplification sur des bases exactement opposées. Et ce sont des expériences qui existent d'ailleurs. J'ai en tête, par exemple, à Taïwan, il y a une plateforme comme ça de participation qui est très investie par les citoyens et ça aboutit exactement au résultat inverse. Les effets, c'est une démocratisation de l'information et du débat public. Et on pourrait imaginer aussi que la technologie, au lieu de nous atteindre, elle nous protège. Imaginez que demain, votre assistant personnel, que vous ne quitterez plus, qui deviendra votre âme sœur, votre meilleur ami, eh bien, vous protège de la désinformation, de la fatigue informationnelle et de la polarisation, c'est-à-dire des contenus haineux. Dernier pilier, un changement de paradigme économique. La technologie peut permettre des gains de productivité qui équilibreraient les modèles économiques des médias. Hyper important. La fin du système de la pub. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un modèle où on sort complètement de la pub pour financer les médias. Et donc, les médias ne cessent d'être un objet de prédation capitalistique. Ça change complètement tout. Et puis, dernièrement, j'en ai déjà dit un mot, mais c'est le financement. Financement des médias par une redevance sur les plateformes. Ça pourrait être une bonne idée. Alors, il n'y a pas besoin d'attendre 2050, on en discute déjà. Et, comme je vous le disais précédemment, par les consommateurs. Ça, c'était le beau scénario. Maintenant, on va passer au scénario intermédiaire. J'ai mis un puzzle voilà, pour une information éclatée. Alors, dans ce scénario, la technologie est moins prédominante. En fait, on peut dire que la bulle a éclaté, ça a fait pchit. Voilà. On croyait que l'IA générative allait pouvoir produire du vrai, qu'on allait pouvoir passer vraiment à des moteurs de réponse hyper efficaces. Donc vous posez votre réponse et vous avez la question, pas comme le moteur de recherche où vous avez une liste de liens et finalement tout ça, ça ne marche pas. Donc il y a une méfiance dans ce scénario-là vis-à-vis de la tech. On commence pour des raisons de santé publique et des raisons écologiques à limiter le nombre de terminaux par foyer. On réfléchit, on commence à adopter des neurodroits. Parce qu'on voit des implants qui commencent à être développés à droite à gauche. Voilà. Donc, en revanche, il y a une chose que l'IA générative a bien produit, c'est une saturation du champ informationnel et une difficulté accrue à distinguer le vrai du faux.
Face à cette difficulté, les gens sont un petit peu perdus, évidemment, mais ont développé une sorte d'immunité collective. Ils sont sceptiques face aux informations qui ne leur paraissent pas correctement sourcées. Ils sont plus prudents dans la manière de partager les informations. Et une partie de la population, quand même, décroche. Les grands médias de masse qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont capables de s'adresser à toute la population, dans ce scénario, ils ont disparu. Ils n'ont pas pu résister à la concurrence entre de nombreux acteurs, type voilà, les amateurs, le divertissement, enfin tout ce qui peut concurrencer l'information. Ils ont dû faire face à une baisse des recettes publicitaires, et puis à une baisse des aides publiques, et puis à une défiance croissante dans la population. Donc il reste quelques grands médias qui ont réussi, qui sont issus de fusion, de coopération, puis après de fusion. Quelques grands médias privés qui s'adressent à une audience solvable, donc qui paye pour s'informer, et donc une audience qui est beaucoup plus réduite que celle d'aujourd'hui. Dans ce scénario, les médias publics existent toujours, mais ils sont évidemment, ils essayent de demeurer des pôles de stabilité, mais ils font face, comme les autres, à des tensions au sein de la société entre des aspirations affinitaires et puis des aspirations plus universelles, on dirait. Donc, et dans la société, en fait, ça se traduit de manière, ces tensions se traduisent concrètement par rapport à l'information, par exemple dans une demande de ce qu'on a appelé une information confortable, qu'on identifie dans la génération des 40-60 ans. C'est-à-dire d'une information qui ne dérange pas, qui ne heurte pas les convictions personnelles, qui ne soit pas offensante, dérangeante, donc on ne veut pas d'infos trash, etc., qui heurte les convictions. Cette tendance, elle fait naître de nouveaux médias, qui sont des médias affinitaires, et qui répondent finalement à une demande qui n'était pas satisfaite précédemment. Et ces médias peuvent s'appuyer sur le soutien d'acteurs économiques, soit par intérêt, soit par adhésion aux valeurs ou aux projets que portent ces acteurs. Alors ce mouvement a produit un effet ambivalent sur la vie sociale, sur la vie civique, puisque ça peut à la fois accentuer un phénomène de repli et en même temps vivifier l'investissement civique, local, dans des associations, etc. Donc voilà. Et si les 40-60 ans, eux, cherchent une information confortable, majoritairement, on voit que les jeunes, dans ce scénario, souhaitent revenir à une information plus, comment dire, plus je ne vais pas dire objective entre guillemets, mais en tout cas plus partagée, et que chacun sorte un peu de sa bulle. Alors, donc, tout ça, vous avez voilà, l'image du puzzle, la société et l'information est un petit peu fragmentée. Et face à ça, les entreprises sont confrontées les grandes entreprises sont confrontées à un problème, c'est qu'il faut bien que les gens, dans leur organisation, s'entendent un minimum, comprennent le marché, comprennent l'environnement extérieur, partagent un minimum s'inscrivent quand même dans un monde commun. Et donc, les grandes entreprises contribuent au financement de l'information, puisqu'elles souscrivent par intérêt des abonnements aux médias pour que leurs salariés partagent un minimum d'informations communes pour coopérer. On a parlé, j'ai évoqué la disparition des médias de masse, mais avec cette disparition, les médias ont perdu leur rôle, leur fonction de synchronisation sociale. Le fait qu'aujourd'hui, si on vous demande c'est quoi l'actu du jour, la plupart des gens vont s'accorder quand même sur un certain nombre d'items. Donc, conséquence, ça entraîne, ça nourrit le morcellement de l'espace public, et en même temps, on finit ce scénario sur les effets que ça peut avoir en termes d'ingérence étrangère, qui change de nature, puisqu'on peut plus, des acteurs malveillants ne peuvent plus hacker, entre guillemets, l'espace médiatique national, mais cherchent désormais à peser sur les médias affinitaires dont je parlais précédemment, pour diviser la société. Et maintenant, mais ça c'est encore tout gentil. Maintenant, ce que j'allais vous dire, c'est que je pense que vous trouvez déjà ce scénario bien pourri, mais c'est que vous ne connaissez pas encore le scénario Dark. Et hop.
Alors, le scénario sombre, c'est tout simple, hein, c'est un scénario de mort de l'information, et c'est pour ça que je vous invite à une réflexion préliminaire sur ce qu'est l'information. Elle nous semble acquise parce qu'on baigne dedans, mais c'est peut-être une petite chose assez fragile. On a eu beaucoup de mal à définir l'information. Il faut bien comprendre que c'est un concept qui a émergé dans un contexte historique, social, politique qui est bien particulier, et que ce contexte-là n'est pas de toute éternité. La définition, l'information, si on essaye d'en donner ne serait-ce qu'une définition négative, c'est pas la pub, c'est pas la propagande, c'est pas l'éducation, c'est pas l'opinion, c'est pas la communication, c'est pas la data. Comment faire pour que ça reste cette chose si unique? Voilà la grande question, et c'est pas du tout gagné. Donc, comme vous pouvez vous en douter, le scénario Dark, finalement, c'est un symétrique de l'autre côté du miroir du scénario clair. Donc, ça part, il y a 4 piliers, pareil, ça part de ce qu'est devenu le monde. Enfin, il n'a pas beaucoup changé, puisque pour le coup, là, on est dans un monde qui est inégalitaire, qui est morcelé, qui est fracturé, qui est en guerre. Et on peut imaginer, là, je suis en train de décrire notre monde actuel, mais on peut imaginer que ces tendances-là soient alourdies dans les décennies à venir. Deuxième point, c'est, je vous avais parlé de la prédominance des effets vertueux de la tech. Là, évidemment, on a une prédominance des effets pervers de la révolution numérique. Le principal de ces effets pervers, c'est le brouillage de la frontière entre le vrai et le faux. Et c'est pour ça que dans notre scénario, on accouche d'une notion que je trouve assez jolie, qui est celle de l'information liquéfiée, l'information liquide. On n'arrive plus à la prendre, on n'arrive plus à savoir par quel bout la choper. Dans ce contexte-là, en fait, les journalistes sont plus en mesure de garantir l'information. Et en plus, la technologie, elle ne s'arrête pas à ce qu'on connaît aujourd'hui, elle continue et elle fait naître de nouveaux risques de manipulation dont François a parlé tout à l'heure sur, par exemple, les implants cérébraux et la neuromanipulation. Perso, je suis assez sceptique, mais François a raison, c'est une chose dont on parle de plus en plus et donc on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur cette question. Troisième pilier, c'est non pas un modèle économique qui se transcende comme dans le scénario de l'âge d'or, mais qui se détruit. Donc là, en fait, on en a déjà les prémices autour de nous. C'est des médias qui sont absorbés par les géants de la tech et des médias donc qui deviennent de simples sous-traitants des géants de la tech. Je pense par exemple à l'accord entre OpenAI et Le Monde. Ça, c'est quand même un changement presque de paradigme qui est extrêmement important. Je pense à une autre actu récente qui est le rachat de l'ESJ. Alors, ce n'est pas des géants de la tech, mais c'est le CAC 40. Et donc, si on avait une intégration de ces deux phénomènes, là, on a la réalisation de l'émergence de ce nouveau modèle économique dans lequel les médias de service public n'auraient plus de place et disparaîtrait, et dans lequel on entrerait dans une dérégulation totale du secteur, puisque la fonction de régulation serait déléguée aux plateformes. Et on sait comment elles sont capables d'assurer cette régulation, évidemment, en fonction de leurs intérêts. Et alors, le dernier point, c'est les conséquences de l'ensemble de cette évolution, conséquence qui est un délitement social, puisque on observerait une disparition de la notion de réalité commune, partagée, et donc une véritable atomisation de la société. Par voie de conséquence, et très naturellement, les citoyens, dans leur immense majorité, se détourneraient de l'information, à moins de faire partie de certaines élites techno-informationnelles. Et donc là, on revient à cette notion que François a évoquée dans la matrice tout à l'heure, d'une classification de la société en fonction de son appartenance techno-informationnelle. C'est ça, le scénario Dark. Alors, j'espère qu'on ne vous a pas trop assommé ou déprimé. En tout cas, il reste des questions un temps pour des questions. Et on vous a mis en lien avec le QR code. Vous aurez le lien vers le téléchargement du rapport qui est pas très long. Hein. Enfin, ça... Ah oui, pardon. Très bien. Antoine me demande c'est quoi le bonus. Eh bien, le bonus, figure-toi, c'est une sélection de questions que nous ont posées la petite quarantaine de personnalités qu'on a auditionnées
On leur posait systématiquement une question en fin d'entretien. On leur disait, imaginez qu'on revienne du monde de 2050. On sait à quoi ressemble l'information. Quelle question est-ce que vous aimeriez nous poser? Voilà. Donc on a listé une sélection de questions. J'en profite pour dire que la réflexion prospective sur l'information et les médias est très peu développée. En matière de prospective, on a beaucoup de choses en ce qui concerne évidemment la défense, la géopolitique, la stratégie, même l'emploi, l'avenir du travail. Pour l'avenir de l'information, ou alors on est passé vraiment complètement à côté des grosses références, mais c'est assez pauvre pour ne pas dire inexistant. Et par voie de conséquence, les gens qu'on rencontrait avaient presque tous des grilles de lecture extrêmement pertinentes pour le présent, mais étaient un peu, même complètement dans le brouillard pour se projeter dans l'avenir. La plupart. Nous aussi d'ailleurs. Nous, en premier lieu, oui. Oui, merci. C'est assez vertigineux. Donc, Jacques Tranceau de Médiacité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la police des algorithmes. C'est une nouvelle notion qui est apparue à l'occasion des États généraux de l'information. Et en fait, ça se heurte à des problèmes de secret du secteur privé. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut assurer une police au profit de l'intérêt général d'algorithmes, alors que c'est la recette privée par excellence des GAFAM. Et incidemment, j'aimerais bien que vous nous parliez de cette fameuse plateforme taïwanaise qui a été contrôlée et régulée par les citoyens. Merci. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. C'est pour ça que j'ai pris soin de ne pas le dire. Mais je peux retrouver assez facilement. Je vais essayer de retrouver en 2 secondes. Juste pour répondre comme tu veux. Vas-y, sur les commissaires. Alors, on régule plein de secteurs qui sont des secteurs pourtant ouverts à la globalisation. Pourquoi on arrive à réguler tous ces secteurs? C'est pas le groupe qui répond, c'est vraiment moi. Hein, c'est juste une réflexion personnelle parce qu'on n'a pas, nous, développé d'arguments pour répondre précisément à cette question. Et les EGI, à ma connaissance, pas vraiment non plus. Mais la possibilité de la régulation s'inscrit, à mon sens, dans un rapport de force. Les GAFAM, ils ont besoin de nous. Ah ben, vous êtes sceptique, mais les GAFAM, ils ont besoin du marché européen. C'est un marché qui est immense, qui est solvable, qui reste dynamique. Donc, je ne vois absolument pas pourquoi le bras de fer ne pourrait pas être engagé. En revanche, ça ouvre sur une autre possibilité qu'on a effleurée dans la matrice, mais je vais laisser François, c'est quelque chose qui est en fait vertigineux, parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça et ça changerait tout. C'est une future partition de l'espace Internet, en fonction des modes de régulation qui sont appliqués par les grands ensembles géographiques. Et donc là, ça change complètement tout, parce que ça ouvre la question de savoir si c'est possible et s'il y aurait une interopérabilité. Mais est-ce que demain, on peut avoir des commissaires aux algorithmes et la définition d'un droit à l'amplification? Je ne vois aucune raison pour laquelle ça ne serait pas possible. Je vais vous trouver le nom de la plateforme taïwanaise. Et ça fonctionne parce que, en fait, comme les règles algorithmiques sont exactement inverses de ce qu'on connaît, ça génère des processus vertueux de participation, d'entente, de construction, etc. Je te laisse, François. J'ai pas grand-chose à ajouter. Ah, donc, ok, il faut que je... Tu voulais parler de la partition de l'Internet. En fait, c'est une hypothèse qui est vraiment prise au sérieux par un certain nombre de chercheurs. Il y a eu un rapport, une note récemment au printemps, je crois, de l'IFRI, réalisée par Julien Nossetti sur le sujet et qui liste un certain nombre de facteurs qui pourraient conduire à cette situation, essentiellement à la fois des facteurs évidemment politiques, puisque certains États, sans surprise, Chine, Russie, etc., l'Inde, c'est un peu plus ambigu, on ne sait pas trop, mais en tout cas poussent pour pour que les États, et donc eux,
et plus de prérogatives dans la gouvernance de l'Internet, de l'ICANN. Et par ailleurs, la Chine développe des nouveaux standards technologiques qu'ils veulent imposer et qui pourraient permettre, pour supporter la montée en puissance vraiment des usages numériques, et qui pourraient leur permettre d'exercer un contrôle. Voilà. Mais bon, après, tous les États ne sont pas dans la même situation en termes d'infrastructure. La Chine est beaucoup plus, peut exercer un contrôle beaucoup plus strict de son espace Internet, parce qu'ils ont pensé à le verrouiller dès le départ, dès la conception, alors que la Russie, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est peut-être, est-ce que dans 10 ans, même dans 2 ans, voilà. C'est une question en tout cas qu'on s'est posée, qu'on n'a pas développée dans des scénarios, parce qu'il faut faire des choix. Et là, on a essayé de résumer succinctement. Et il y a des articulations peut-être qu'on a manquées ou des détails qu'on a manqués pour pouvoir tenir et même quand même un petit peu exploser le temps. Mais voilà, il a fallu faire des choix dans les hypothèses qu'on développait, qu'on mentionnait. Est-ce que je t'ai laissé suffisamment de temps pour retrouver... Merde. Et ben donc on va prendre une autre question alors. Oui, juste, je voudrais savoir si dans votre étude prospective, vous avez un petit peu imaginé des scénarios pour l'avenir des journalistes, le métier de journaliste. Alors nous, on s'est vraiment concentré sur l'information, donc finalement peut-être que les scénarios peuvent être assez macro. Les journalistes, ils apparaissent dans différentes configurations. Par exemple, dans le scénario sombre, vraiment le plus sombre là, qu'Antoine vient de développer, finalement, pour schématiser, 99% de la population a une info très basique qui est fournie par des gens qui cravachent, qui sont des sous-traitants pour les grandes plateformes. C'est de l'info de base. Et il n'y a vraiment qu'une élite très restreinte qui est capable de payer très cher pour avoir une information sur mesure. On dit même que c'est du sur mesure, ça devient du luxe en fait. L'information devient une industrie de luxe. Ensuite, c'est plutôt, oui, ça a des... Sur la technologie, il y a des... Par exemple, il y a des... dans le scénario clair, on explique que finalement, il y a un usage raisonné, bénéfique aussi parce que raisonné, qui permet des gains de productivité, et les journalistes sont déchargés d'un certain nombre de tâches un peu pénibles et qui n'est pas au cœur finalement de leur métier, et qui leur permet de se concentrer sur l'investigation, sur la recherche d'angles, sur l'éducation aux médias, sur vraiment la valeur ajoutée éditoriale. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Ouais. Alors déjà, c'est pas le truc dont je parlais sur Taïwan, mais il y a une expérience qui est, alors là c'est occidental, c'est Tournesol. Donc c'est des chercheurs qui ont mis en place cette plateforme-là, qui se présentent, qui recherchent une alternative au fonctionnement algorithmique des plateformes actuelles. Et il y a un livre que je vous recommande, je suis en train de chercher aussi le titre. Il y a 2 auteurs, l'un des 2 auteurs c'est Lee Nguyen Oang. Je vais retrouver le livre dans une seconde parce que là, ça s'appelle comment ? La dictature des algorithmes. Je vous recommande très chaudement. J'ai, moi, perso, rien lu de meilleur sur le sujet. La dictature des algorithmes. Il y a 2 auteurs. Et là, il y a toutes les références justement de toutes ces expériences. Merci. Juste une petite question justement par rapport aux différents scénarios que vous avez présentés aujourd'hui. Nous, dans notre quotidien, est-ce qu'il y a des choses en fait sur lesquelles vous nous conseillez aussi de nous appuyer dans nos réflexions aussi sur la manière de travailler pour le moyen-long terme ? Est-ce qu'il y a des choses justement qu'on peut tirer de ces différentes perspectives ? De manière pratico-pratique ? Oui et non. Non, parce que c'était pas vraiment la demande. Donc vous trouverez pas de conseils pratiques. Néanmoins, j'espère qu'on a réussi à évoquer en fait certains enjeux
et en poussant un peu le trait, etc., en les mettant, en les articulant à d'autres phénomènes, qu'on a pu montrer un petit peu ce que potentiellement ça pourrait donner. Voilà, pour orienter ou prendre conscience de ce qui peut se jouer. Voilà. En fait, je crois comprendre de votre question que c'est l'aspect citoyen. Oui. Oui. Comme on est dans les entreprises des médias, clairement pour nous, l'objectif c'est forcément d'essayer d'orienter vers ce côté clair. Donc il y a déjà des ponts, enfin des choses en tout cas qu'on essaye de mettre en place. Mais s'il y avait quelque chose, une chose à retenir, bon, je sais que c'est un petit peu utopique, mais je me suis dit on ne sait jamais. En fait, c'est comme toute question complexe, là où les solutions sont aussi complexes et donc le pouvoir de décision est réparti. Nous, c'est vrai ce que dit François, on avait une visée macro d'aide à la décision et de décision publique. Maintenant, pour les entreprises, je pense que finalement, elles ont une capacité d'action dans le domaine des médias qui n'est pas non plus énorme, sauf certaines d'entre elles. OpenAI et Le Monde qui font un accord, d'une certaine manière, ça écrit l'histoire. Parce que ça crée un précédent. Ça fait qu'en fait, les médias ne vont pas en ordre solidaire vis-à-vis de l'IA générative. Et donc, ça imprime déjà très fortement la direction de l'avenir. L'entrepreneuriat, quand c'est pour monter des plateformes type Tournesol ou celles que je ne retrouve pas, etc., là aussi, ça a son utilité. Quant à l'échelle du citoyen, moi, avant de participer aux États généraux de l'information, je n'avais pas conscience de la valeur de l'information et de l'importance que ça pouvait représenter pour notamment les enfants. Moi, j'ai 2 petites filles. Le fait de simplement leur apprendre, parce qu'on n'avait pas ça en tête jusque-là. Jusque-là, c'était quelque chose d'assez naturel et instinctif. Je sais pas moi, j'ai pas appris à l'école à lire un journal. C'était même pas vraiment un sujet. C'était quelque chose d'assez naturel. Quand tu seras grand, tu regarderas le journal télé ou tu liras un journal, etc. On m'a rien appris. Aujourd'hui, ça semble strictement incontournable. Donc, d'un point de vue citoyen, commencer, comme je le fais pas, à payer des articles ou à apprendre aux plus jeunes que l'information c'est fragile et comment la consommer, c'est déjà quelque chose. Et juste peut-être pour compléter, un des points qui revenait, je crois qu'il a été évoqué par toutes les personnes qu'on a rencontrées, c'est le point de l'éducation et pas simplement pour prolonger un petit peu ce que tu dis, c'est pas simplement l'éducation aux médias, c'est vraiment l'éducation générale, quoi, qui était une grande partie de la clé. Voilà. Et je crois qu'on a excédé notre temps. Merci beaucoup.